Oui, c'est un autre épisode de Savoir la caille qui frappe à votre porte. Merci de nous ouvrir et de nous laisser une place chez vous, une place dans votre salon, dans votre chambre, dans votre auto, dans votre bureau, où que vous soyez. J'ai le très grand plaisir de vous rencontrer une fois de plus. Récemment, je vous ai fait ce qu'on pourrait qualifier de présentation éclair concernant l'œuvre d'Edmond Paul, leader du parti libéral qui prônait l'industrialisation du pays en parlant d'Haïti après l'indépendance en 1904. Je vous ai dit aussi que l'un de ses grands contradicteurs se nomme Demis Delorme. Dans un autre épisode, je vais m'intéresser à la pensée économique de Demis Delorme et voir notamment comment il prend le contre-pied d'Edmond Paul, voir un petit peu le débat qu'il y avait entre ce parti, le Parti libéral et le Parti national, notamment ce débat entre Edmond Paul et Demis Delorme. Aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à sa pensée politique. Et justement, l'été aussi au pouvoir constitue l'œuvre majeure de Demis Delorme en ce qui concerne ses idées politiques. Il faut dire que Demis Delorme a marqué la littérature haïtienne à travers sa grande plume. D'ailleurs, il est considéré comme le premier prosateur de la littérature haïtienne. Ses œuvres littéraires les plus connues sont notamment ses deux romans, Francesca qui est paru en 1873 et Le Damné qui est paru en deux tomes en 1877. C'était un grand polémiste, un politique et également un théoricien. Et justement, aujourd'hui, je m'intéresse aux théoriciens qu'il est. Et les théoriciens au pouvoir, c'est l'ouvrage majeur à travers lequel Denis Delorme a véritablement fait œuvre de théoricien. Essayons de parcourir cette œuvre succinctement. Les théoriciens au pouvoir, c'est un essai, mais qui prend forme à travers un dialogue entre deux amis, Georges et Paul. Il était 5 heures du soir et les deux amis, je cite, se promenaient au bord du petit torrent qui fait tant de bruit dans la montagne, au milieu des roches qui lui barrent le passage et qui coule si tranquille dans son gravier bordé d'herbes vertes sur la grande route qui mène de Plaisance à Limbé. Le titre donne déjà un aperçu de la thèse étayée dans ce grand volume de plus de 700 pages. La question se pose. À qui faut-il confier le pouvoir en Haïti pour arriver au bien-être rêvé? La réponse de Demis Delorme est très claire, sans ambiguïté. Pour Delorme, dans les temps de raison et de raisonnement où nous vivons, la direction des affaires publiques appartient exclusivement aux plus capables. C'est une thèse, je pense, qui rejoint un peu la théorie platonicienne de la politique. On se rappelle chez Platon, la finalité de la politique doit être l'édification de la justice. Et pour lui, la justice, c'est l'harmonie qui découle de la spécificité des tâches. Du coup, pour Platon, on le sait, la cité juste, ou si vous voulez la cité idéale, se structure autour de 3 niveaux. Au bas de l'échelle, c'est la classe des producteurs, les artisans, les commerçants, les paysans. Ce sont ceux qui exercent des tâches techniques dans la cité. Au milieu, c'est les gardiens. Ce sont ceux qui sont responsables de la sécurité de la ville. Et au haut de l'échelle, ce sont les philosophes, c'est-à-dire ceux qui gouvernent. Et pour Platon, la justice régnera dans la cité le jour où les philosophes sont rois. Et justement, à travers les théoriciens au pouvoir, Demis Delorme veut qu'on donne le pouvoir à des intellectuels, des hommes d'études. Parce que pour lui, gouverner, c'est la chose la plus difficile de la vie humaine. Gouverner, c'est quelque chose qui exige une connaissance profonde de l'homme, une connaissance profonde de ses tendances, de ses passions. En soubassement de cette thèse, il y a 3 grandes idées politiques que Delorme tente de défendre. La première idée, c'est qu'il n'y a pas de légitimité en dehors de la démocratie. On verra un peu plus tard sa conception de la démocratie. Et la deuxième idée, c'est de dire que cette démocratie n'est pas possible sans l'ordre et une direction très éclairée. La troisième idée, c'est de dire que plus un homme est grand par l'intelligence et par le cœur, c'est plus qu'il est capable à conduire à bien ce régime, à savoir la démocratie. Et pour appuyer ces idées, Demis Delorme s'est employé à étudier dans l'histoire de l'humanité
des peuples qui se sont distingués par la manière dont ils ont dirigé les affaires publiques, des peuples qui se sont distingués par la manière dont ils ont appliqué leur intelligence en vue de l'amélioration de l'espèce humaine ou en vue de remplacer le gouvernement de la force par celui de la pensée. Et à ce niveau, il y a 3 peuples qui ont retenu l'attention de Démisbar de l'Homme de par le degré d'influence intellectuelle et politique qu'ils ont exercé sur le reste du monde. Ce sont les Grecs, les Romains et les Français. Chez les Grecs, il a mis un bémol. Ce n'est pas toute la race grecque qui mérite cette considération, mais notamment les Athéniens. Et chez les Athéniens, il retient 3 noms: Périclès, Démosthène et Solon. Essayons de rester dans la thèse principale même de son œuvre et soulignons qu'il s'est évertué à déduire ce qui pour lui est la forme de gouvernement la plus propre à mener à bien la chose publique dans tous les pays. Et sur ce, pour lui, c'est quoi le principal mérite de Périclès? Et on le sait, je le rappelle en tout cas, Périclès c'est un libéral conservateur. Il voulait implanter un régime fondé sur 2 mots, sur 2 valeurs: la liberté et l'autorité. En qualité de libéral, on veut même que le peuple jouisse des droits de participer à la constitution des gouvernements, mais en même temps, en qualité de conservateur, on veut que ces gouvernants soient les plus capables et les plus dignes. Mais est-ce ça la démocratie? Démisbar de l'Homme apporte ici des considérations d'importance. Il attire notre attention sur la frontière si mince qui existe entre la démocratie et la démagogie. À Athènes, le peuple faisait la loi, il exécutait la loi, il jugeait lui-même et dirigeait l'État sur la place publique. Et pour de l'homme, ça c'est dangereux. Pour lui, la démocratie, c'est le gouvernement en vue du peuple, mais non le gouvernement par le peuple lui-même. Sinon, c'est la démagogie. La foule ne peut pas délibérer parce qu'elle est dans la passion. La foule se trompe presque toujours. La foule se tourne à tous les vents. La foule n'a pas assez de sérénité et de réflexion pour délibérer. Et donc, si on la laisse gouverner, elle compromettra ses propres intérêts. Donc, la foule, pour de l'homme, doit gouverner, mais gouverner par ses élus. Il est donc dans l'intérêt de la foule qu'elle remette le pouvoir aux citoyens capables de traduire en loi la raison et la justice. Ce sont des idées qu'il assume. Il a dit clairement avoir le courage de telles opinions parce que pour lui, la politique, c'est une science. Ce n'est pas une routine. Donc, la pratique de la politique requiert des procédés scientifiques. Ces procédés impliquent 2 choses, au moins 2 choses en tout cas. L'observation, le fait par exemple d'avoir le sens de l'histoire, et la méthode. Mais attention, les 2 extrêmes sont à éviter. C'est-à-dire, le pouvoir ne peut pas être à tout le monde, mais il ne peut pas être à un seul non plus. Il en parle des risques à travers une belle phraséologie. Il dit, si le pouvoir d'un seul est une iniquité, la domination de la foule un danger. C'est-à-dire, autant qu'un homme tout seul est incapable de faire du bien, autant qu'une foule livrée à elle-même est incapable d'éviter le mal. Il faut donc éviter ces 2 extrêmes et trouver l'intermédiaire. Et l'intermédiaire pour lui, c'est le gouvernement des plus méritants. Donc à en croire de l'homme, cette idée de pouvoir plus méritant, on la retrouve aussi chez Démosthène. Il nous livre des pages éloquentes et savamment documentées sur le génie, le patriotisme, la politique ferme et le talent de cet homme qui pour lui est un esprit patient, travailleur et persévérant, le premier magistrat de sa république. Aux yeux de Démisbar de l'Homme, Démosthène est d'une certaine manière le Voltaire de son époque, en raison du fait qu'il combattait l'intolérance tant en politique qu'en religion. Il combattait les préjugés des grands, il combattait le despotisme des rois et la tyrannie des foules. Par ailleurs, on voit chez Démisbar de l'Homme une condamnation de la théocratie. Songez que la théocratie, c'est un régime politique dont l'autorité est exercée par des leaders religieux, par un souverain considéré comme le représentant de Dieu. Pour Démisbar de l'Homme,
c'est le plus dangereux ennemi de la liberté. Parce qu'on peut tout oser au nom de Dieu. Je trouve qu'il y a ici une défense subtile de la laïcité. Donc, dans cette œuvre de Des Misérables de l'Homme, on voit que l'idée religieuse ne peut pas être le foyer de l'ordre civil. L'idée religieuse doit régler l'ordre moral. Un arbitre des consciences, mais pas un arbitre de la vie publique. C'est vrai que la religion, ce qu'elle appelle le gouvernement des âmes, peut faciliter la tâche au gouvernement civil, mais ne peut ni le remplacer, ni le dominer. Des Misérables de l'Homme condamne aussi les aristocraties politiques. Pour lui, c'est l'ennemi le plus actif et le plus violent du progrès des peuples et de leur liberté. Quant à Solon, Des Misérables de l'Homme le campe comme un poète qui a bien compris la politique et le gouvernement. Et pour preuve, il a réussi à donner à son pays une constitution qui a perduré après lui. Un poète qui a le mérite de doter sa cité d'un ensemble de lois qui ont rétabli l'ordre dans un pays troublé par des questions socialistes. Il a établi une bonne justice fondée sur l'égalité civile. Il a fait la réforme administrative. Il a fondé le suffrage universel en vue de l'élection des magistrats choisis parmi les plus capables. Et par-dessus tout, Solon a su pacifier son pays. Bref, c'est un modèle de poète qui a su mêler les beaux vers qu'il faisait au sens pratique de l'homme d'État en gouvernant avec force et justice. Voyons maintenant pour l'époque romaine. Époque pour laquelle Des Misérables de l'Homme retient un seul nom, celui de Cicéron. Il fait une belle apologie de la littérature pour parler de Cicéron. Des Misérables de l'Homme écrit « La littérature n'est pas seulement l'art de dire ce qu'on pense et de l'embellir, c'est une intuition intime de tout ce qu'il y a de plus vrai, de plus grand, de plus saint dans le monde. C'est la manifestation de cette seconde vue, c'est le don d'idéaliser la création, d'en dégager les fins cachées et d'éviter les hommes, par l'attribut du beau, à s'élever au bien. » Fin de citation. Donc pour lui, la littérature est capable de nous révéler ce monde qui n'est pas toujours perceptible par les yeux. La littérature serait capable de guider les hommes et de transformer des sociétés. Il va même jusqu'à dire que la France, par exemple, doit une bonne partie de sa grandeur à ses hommes de lettres, à ses penseurs. Cicéron a été possédé par la littérature, ce qui faisait de lui un homme d'une autre espèce, mais il s'est nullement confiné dans la littérature. Il a appliqué son génie à la vie active, notamment à la vie politique, à la gestion de sa cité. Et l'habileté avec laquelle il a gouverné lui a valu le titre de père de la patrie. Des Misérables de l'Homme nous montre dans Cicéron un rêveur aussi pratique qu'habile, mais dont le plus grand faible était l'amour ardent de la liberté. À travers une centaine de pages dédiées à Cicéron, on peut relever aussi quelques idées politiques de Des Misérables de l'Homme, comme celles se rapportant à la propriété et le socialisme. En fait, pour lui, pour Des Misérables de l'Homme, la propriété doit être libre et inviolable, c'est-à-dire indépendante de la société. Ainsi, le socialisme, pour lui, a pour ultime fonction l'amélioration des conditions du travail. Et cette amélioration doit passer par la protection légale des classes ouvrières, l'augmentation proportionnelle du salaire, la syndicalisation des travailleurs, le développement de caisses de crédit, de caisses de secours, de retraite. Donc, le socialisme n'a pas à être une menace pour la propriété ou la liberté. Sinon, il devient une arme funeste. Donc, pour lui, ce n'est pas en combattant la propriété, ce n'est pas par l'expropriation des terres qu'on va niveler les inégalités et par ricochet arrêter la paupérisation. En tout cas, il pense qu'on ne peut pas rendre durable le nivellement des inégalités. Il écrit ceci: les inégalités se reproduiront puisqu'il y a des hommes qui savent conserver et qu'il y en a d'autres qui savent dissiper. Il y a des hommes qui savent réussir et il y en a d'autres qui s'y prennent mal. Il y a des hommes qui sont heureux, il y en a d'autres
qui échoue. Pour Delorme, le propre du socialisme, c'est d'équilibrer équitablement le travail qui est un droit avec le capital qui est un autre droit. C'est des idées économiques qu'on peut aborder dans un autre épisode où on va se consacrer à la pensée économique de l'homme, d'Émile Delorme, comme on le disait tantôt. Mais enfin, voyons pour le peuple français. Le premier nom dont il est question ici, l'autre personnage ayant exercé une influence énorme sur son époque politique, s'appelle Mirabeau. Delorme nous en livre des éléments bibliographiques assez considérables. Par exemple, il nous parle des grandes aptitudes d'écrivain qu'était cet homme. Parmi les ouvrages qui attestent son génie d'écrivain, il y a l'essai sur le despotisme, les lettres de cachet, l'adresse aux Bataves, la monarchie prussienne. Un homme de grande hardiesse d'esprit et de clarté, qui a le mérite de faire ouvertement l'avocat et le promoteur de la période appelée la Renaissance. Cet homme, parlant de Mirabeau, il a rétabli la Renaissance dans la vie sociale. Député, ses prestations audacieuses ont joué un rôle fondamental dans la Révolution française de 1789. Cet homme d'État français est l'un des principaux partisans de la Déclaration des droits de l'homme. Un homme d'idées qui s'opposa au principe de l'hérédité du pouvoir. On peut citer de lui cette phrase « Toute nation a le droit d'instituer son gouvernement, de choisir ses chefs et de déterminer leur succession. » Il raconte surtout les grands exploits de Mirabeau au sein de l'Assemblée en sa qualité de député. Et l'autre homme français dont il est question s'appelle Lamartine. Cet homme qui prouve qu'il n'y a aucune incompatibilité entre gouverner une société et la culture des lettres. Les Arts de l'homme a surtout démontré que Lamartine, cet homme qui s'adonnait à la poésie, s'est révélé tout à coup, dans un moment extraordinairement difficile dans l'histoire de la France, souverainement apte au gouvernement de cette société et à la direction d'une révolution. Tout compte fait, je trouve que Les théoriciens au pouvoir, c'est l'une de ces œuvres qui révèle la richesse de la pensée sociale haïtienne du 19e siècle. D'ailleurs, je continue à penser qu'un procès de réhabilitation de cette époque demeure une grande nécessité. Je continue à penser que les stocks de savoir de cette époque, avec lesquels nous avons pu quand même, constituent une boîte à outils pertinente pour penser et rendre effective la transformation sociale d'Haïti. Évidemment, il ne s'agit nullement d'une apologie de ce moment dans l'histoire de la pensée sociale haïtienne, encore moins de cette œuvre de Émile Delorme. Le fait est que je pense qu'ils sont des savoirs encore pertinents qui méritent d'être considérés pour fonder une tradition de pensée autonome, sans empreinte de mimétisme intellectuel, adaptée au contexte haïtien. Je ne le dis pas parce que je serais à fond dans une tendance intellectualiste. La vérité est que toute communauté humaine, toute société nécessite d'un stock de savoir pour avancer sereinement vers l'avenir en prenant les bonnes décisions qu'il faut par rapport aux 5 grands domaines de la vie en société: la politique, l'économique, le social, le culturel et l'idéologique. Je vous remercie. Je m'appelle Renzi Michel.